Bien, je vous remercie. On a donc un exposé d'une quarantaine de minutes sur la création de valeur technologique et de recherche au travers d'une thématique dont vous avez beaucoup entendu parler ces derniers temps, qui est l'intelligence artificielle. Et on va vous présenter avec toutes ces personnes que je vous présenterai au fur et à mesure cette thématique portée par la FHF. Donc, intelligence artificielle. Alors déjà, une petite vidéo. Alors, je pense qu'une présentation sur quelque chose de numérique sans problème technique, ça serait quand même une nouveauté, donc on va voir. Alors, connaissez-vous Sophia? Non? Oui? Allez, c'est parti. Bon, il n'y a pas de son. Alors Sophia est un robot doté d'une intelligence artificielle qui a une voix qui est un peu mieux que les voix qu'on a sur nos GPS normalement, si on avait du son. Je ne sais pas si la régie est là. Et donc elle s'est prêtée à un certain nombre d'exercices, et notamment Combini, vous connaissez, on l'interroge. Il faut faire un choix entre deux choses. Pour une intelligence naturelle, c'est pas facile. On vous demande est-ce que vous êtes plutôt Poutine ou Trump, par exemple. Et là, elle doit répondre à ces questions. Je suis à fond. C'est pas grave, merci. Alors elle répond à ces questions, je fais la voix off. Elle répond à ces questions. On voit qu'elle répond assez facilement. Elle a parfois quelques difficultés. Voilà. Je connais pas Rihanna. Voilà, bon. C'était pour attirer votre attention. On savait qu'on était la première présentation. Donc pour vous montrer que la première fois où j'ai vu la vidéo, très honnêtement, je ne sais pas si j'étais séduit ou apeuré. Mais c'est les questions qui aujourd'hui tournent autour de l'intelligence artificielle. Au fond, qu'est-ce que c'est? Beaucoup de gens en parlent, on entend énormément de choses, mais au fond, on a du mal à avoir des applications pratiques. Ce qu'on sait, c'est qu'elle aura des bouleversements profonds. Dis-moi. Ton connecteur, il est un peu penché sur l'avant. Ah oui, non, c'était ça le son, ça ne marche pas. Il y a une évolution très forte sur l'évolution des métiers, on en parlera tout à l'heure, les organisations, la place de l'humain, ça pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, on a plus de questions d'ailleurs qu'on a de réponses sur ces thématiques. Et on a une nécessité, effectivement, par contre, on a une certitude, c'est qu'on a une nécessité dès aujourd'hui de repenser les métiers, les parcours, les nouvelles utilisations de données pour améliorer la qualité des soins au bénéfice des patients et pour les professionnels de santé. Le contexte en fait, dans lequel s'inscrit cette réflexion et cette mission, la mission intelligence artificielle de la FHF, c'est évidemment les deux rapports gouvernementaux de la mission Villani et de France Stratégie, avec un chef de l'État qui s'est exprimé au Collège de France il y a quelques mois et qui a clairement identifié la santé comme un secteur prioritaire pour le pays, puisque c'est aussi un potentiel économique important. Et c'est une révolution technologique, mais comme toute révolution technologique, elle aura des impacts forts sur les pratiques, sur les organisations. Le hub des données de santé, on sera auditionné, la FHF sera auditionnée demain. C'est un sujet qui est aujourd'hui, on a du mal à en parler parce qu'on ne sait pas, mais l'étude est en cours. Quelle est la position de la Fédération hospitalière de France sur cette question? C'est que nous disposons d'atouts considérables pour avancer sur l'intelligence artificielle. Tout d'abord, une culture de recherche et d'innovation forte, une connaissance des usages en santé, un leadership sur les changements organisationnels et une prise en compte de l'éthique et de la sécurité des données dans l'ensemble de nos réflexions. C'est pourquoi la Fédération a souhaité créer une mission sur l'intelligence artificielle en santé et dans le médico-social, afin d'avoir une approche multidisciplinaire. Quel est cet objectif? L'objectif, c'est de susciter et soutenir des projets d'intelligence artificielle sur le territoire, en garantissant la protection des données personnelles des patients,
en veillant à l'égalité d'accès aux innovations technologiques. On a beaucoup parlé de nos valeurs ce matin. Ça, c'est une valeur forte pour nous, c'est-à-dire qu'elle doit profiter, ces évolutions doivent profiter à tous et toutes. Donc ce groupe, cette mission sera composée d'un membre de chaque commission permanente de la FHF, du fonds FHF, Enguerrand nous en dira un peu plus tout à l'heure, et notamment de la chaire intelligence artificielle, et puis d'un représentant d'un certain nombre de projets qui ont déjà été identifiés, le service de santé des armées, qui sont là, pour optimiser notamment les questions de codage. Il y a déjà un projet qui est déjà démarré. Le groupe hospitalier de Bretagne Sud, avec Saber Aloui, qui nous en dira un peu plus tout à l'heure. Le CHS de Thuir, qui souhaite réfléchir sur les impacts de l'évolution de l'intelligence artificielle et de l'imagerie sur la prise en charge de la santé mentale. Et le CHU de Dijon sur la prise en charge de la réadaptation. Quels sont nos objectifs avec ce groupe, avec cette mission? L'idée, c'est de capitaliser l'expérience et de partager, de développer un certain nombre de projets, de partager, de voir les difficultés, de les surmonter, et ensuite de pouvoir vulgariser ces questions d'intelligence artificielle auprès de l'ensemble des établissements qui souhaiteraient se lancer, et des professionnels. Faire émerger ou accompagner les projets d'intelligence artificielle en santé, on l'a dit, en faisant le lien entre les projets, les usages, mais aussi la technologie, la formation, les organisations. Accompagner dans la contractualisation des partenariats, parce que ce sont des types de projets, on va le voir tout à l'heure, qui ne peuvent pas se faire seuls, qui se font fatalement avec des partenariats. Donc accompagner la recherche de ces partenariats et de crédits, et apporter un appui opérationnel et une expertise au projet. Et enfin, faciliter le déploiement des solutions innovantes en intelligence artificielle qui auront vu le jour. Ces travaux seront ouverts, évidemment, seront ouverts aux conférences, seront ouverts aux agences, au ministère, à l'enseignement supérieur et à la recherche. Ça, c'est très important, hein, puisqu'il y a des instituts qui y travaillent, mais là encore, Enguerrand nous en dira un mot, aux sciences, à l'éthique, et puis au comité mixte des systèmes d'information. C'est le comité de la FHF qui travaille avec les industriels du numérique en santé. Et le comité DPO de la FHF, qui est le comité qui va travailler, on en dira un mot tout à l'heure, sur la mise en œuvre du règlement européen sur la protection des données. Mais sans plus attendre, je voudrais poser quelques questions à mes collègues ici présents. Donc d'abord à Dr Frédéric Martineau. Quelles sont les pistes de travail sur l'intelligence artificielle à un radiologue? Dispose-t-on de suffisamment de données? Et puis, dernière question, est-ce que selon toi, les hommes, les femmes, les professionnels sont prêts à se lancer dans ce type de projet? Alors, je vais commencer par la troisième question. Étant radiologue, forcément, on s'interroge, on se pose des questions sur l'intelligence artificielle. La réaction est ailleurs très, très hétérogène. Certains, en imagerie en tout cas, considèrent qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, le métier de radiologue va disparaître. Certains disent que ça sert strictement à rien et que ça ne changera rien. Et puis, la vérité, c'est certainement le milieu, c'est-à-dire qu'il va falloir apprivoiser l'intelligence artificielle, en tout cas dans le domaine de l'imagerie. Et donc, il y a réellement une interrogation. Moi, je me souviens, il y a quelques mois, le départ des internes de mon propre service, où un jeune interne en radiologie est venu me voir et, à ma grande surprise, il m'a demandé si il fallait qu'il continue à faire cette spécialité avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc il y a vraiment une interrogation. Il y a une angoisse quand même, hein, dans certaines spécialités médicales, dont celui de l'imagerie, ça c'est clair. Voilà. Alors après, je pense qu'il y a un rôle très important à jouer de l'université, de la faculté, d'apprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, parce que chacun y va un petit peu de son chapitre. Comme tu l'as dit, beaucoup de choses sont dites, et puis c'est pas forcément facile de faire le tri et de savoir précisément quels peuvent être les potentiels impacts dans un futur assez proche, en fait, hein. Donc je pense qu'il y en a qui sont sensibilisés. De là à dire qu'ils sont prêts à y aller, ça dépend un peu comment on leur présente les choses. Mais clairement, je pense que, enfin, en tout cas, les professionnels de santé dans le monde sont sensibilisés, et en France aussi. Et donc il y a effectivement une
une prise en compte de l'arrivée de cette révolution technologique, clairement. Et ils savent que le domaine de la santé sera impacté. Parce que dès qu'on regarde un peu et qu'on s'interroge sur l'intelligence artificielle, la santé est quand même dans les sujets prioritaires. Voilà. Que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs. Après, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ce qui est réellement effectif, ce qui est vraiment, qui est effectif et qui fonctionne, c'est l'intelligence artificielle et l'image, j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est récemment, là, il y a une certification concernant l'analyse de la rétine. Et par exemple, ça, c'est vraiment une implication directe de l'intelligence artificielle qui fonctionne et qui est au quotidien, donc dans le monde de l'ophtalmologie. Il y a aujourd'hui des logiciels qui se développent dans l'aide au diagnostic et dans la précision du diagnostic. Bon, je suis radiologue, donc je parle toujours de la même chose, mais la détection des nodules, par exemple, dans l'analyse des poumons, quand on fait une vacation de scan et qu'on se retrouve avec 10, 14 scanners où il faut faire, pour chaque patient, il y a entre 180 et 350 coupes qu'on fait défiler pour rechercher les nodules, c'est sûr qu'on sera moins précis et moins efficient que l'intelligence artificielle et un logiciel qui a appris à détecter. Après, si l'on va un peu plus loin, je pense qu'il y a l'intelligence artificielle dite contextuelle, c'est-à-dire Dr Watson, l'aide à la décision, en utilisant des éléments contextuels pour essayer de prendre des décisions thérapeutiques ou autres. Puis, il y a DeepMind, par exemple, sur l'aide aussi au flux, à la prise en charge des patients. Et puis, on peut se demander si, au final, moi, je traduis ça, je ne suis pas un spécialiste d'intelligence artificielle, mais faire peut-être 3 axes, on en avait parlé, c'est la médecine dite de précision, donc précision dans le diagnostic et dans la thérapeutique, probablement une médecine qui sera très personnalisée, et l'intelligence artificielle va aider, et puis probablement une médecine prédictive. Peut-être que on va évoluer vers ces 3 grands axes-là, au final. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, ça semble se dessiner de cette façon. Après, tu parlais des données. C'est clair qu'en intelligence artificielle, les données sont indispensables. Enguerrand m'a fait comprendre que c'était pas le tout d'avoir des données, mais qu'il fallait qu'on puisse comprendre ce qu'il y a dans ces données et qu'il puisse y avoir une communication et un langage qui soit le même. Donc, il y a un gros travail à fournir là aussi. Mais clairement, moi, j'ai fait un voyage il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, en Californie. On est allé voir les GAFA, en particulier Google. Bon, ils investissent 4 fois plus dans le domaine de l'innovation en santé que dans les autres secteurs d'innovation. Et pourtant, ils ont une puissance financière extrêmement forte. Ils sont très, très intéressés par le domaine de la santé. Et ils ont déjà des massifications de données. Mais ce qu'on a cru comprendre, c'est que c'était ce qui les préoccupait beaucoup, d'avoir des données, mais d'avoir des données structurées et qui soient en lien avec un patient, des antécédents, un historique, des traitements déjà réalisés, etc. Et c'est clair qu'on est peut-être assis sur un tas d'or, mais ce n'est pas nos données, donc il faut faire attention. Il faut faire attention, et c'est pour ça qu'on travaille là-dessus et que la FHF, par rapport à cet élément, devra se positionner et être extrêmement vigilante. Merci beaucoup, Frédéric, pour ces éclairages. Pour continuer, une autre question à Dr David Pinet et bien montrer que la FHF s'empare de façon à 360 degrés, j'ai envie de dire, de ces questions d'intelligence artificielle, et notamment, quand on en a un petit peu parlé entre nous, tout de suite, il m'a dit, mais attention, parce que nous, on s'approprie déjà le sujet, on y réfléchit. Alors comment, justement, la commission que tu présides, ressources humaines de la commission permanente de la FHF, c'est s'approprier cette question? Alors, on est au tout début, on est à la genèse, mais comment vous y êtes pris? La commission que j'ai l'honneur de présider donc, a comme thématique ressources humaines, management, attractivité, qualité de vie au travail.
et métier. Et donc, lors de la réunion d'installation qui a eu lieu début juillet, on a commencé à échanger sur le programme de travail à venir. Et c'est vrai que sous l'angle des métiers, le lien est arrivé tout naturellement sur l'évolution des métiers de la santé, de nos établissements de santé, en lien avec l'émergence de l'intelligence artificielle, qui n'est plus que de la science-fiction, puisqu'elle commence déjà à pénétrer assez fortement nos différents secteurs d'activité. On a tous en tête l'exemple des secrétariats médicaux avec la reconnaissance vocale. On a eu des exemples sur l'imagerie médicale, dans d'autres domaines tels que la biologie, la pharmacie. On a des startups ou des entreprises innovantes qui se positionnent sur ce schéma et on ressent bien l'impact que cela peut avoir demain sur nos organisations futures, qui intègrent également l'élément de la formation, de la prospective médicale et de la gestion des carrières professionnelles au sein de nos établissements, avec très probablement une évolution de certains métiers, la transformation d'autres, voire la création de nouveaux métiers pour appréhender de façon sécurisée cette nouvelle approche, puisqu'il y a l'élément de la sécurité qui est également fondamental sur le sujet. Donc on a simplement ouvert la réflexion au début juillet. Je crois que la Commission a souhaité prioriser cette thématique qui va arriver finalement de manière synergique avec la démarche portée par la Fédération et le Fonds FHF sur le volet intelligence artificielle. Et je crois qu'on est plutôt au service de cette grande thématique et notre commission va pouvoir mobiliser ses ressources de directeurs d'affaires médicales, de présidents de CME, et puis toutes les ressources des métiers hospitaliers pour peut-être aider à la configuration de l'enquête qui va être présentée et également à l'analyse des résultats et de voir si la fédération peut proposer certaines préconisations sur l'évolution prospective de nos métiers qui puissent servir aux différents établissements de santé, avec peut-être des points d'attention ou des éléments à mettre en œuvre dès maintenant, notamment dans le cadre des formations ou de la prospective médicale, soignante ou administrative. Voilà, en gros, en tout cas, le champ qui s'ouvre devant nous. Notre prochaine réunion a lieu notre commission se réunit la semaine prochaine, donc on va continuer à engager le sujet et puis à voir comment on peut peut-être désigner un référent comme tu l'as proposé et puis travailler sur la suite du projet. Travailler en commun sur ces questions. Merci, David. À présent, je souhaiterais poser 3 questions à M. Saber Aloui, qui est donc directeur du système d'information du groupe hospitalier de Bretagne Sud. Donc Saber, vous avez déjà initié, en tout cas, vous avez initié, tu nous le diras, un projet d'intelligence artificielle. Moi, ce qui m'intéresserait que tu partages, c'est votre expérience. Déjà, c'est quelle était cette problématique de base que vous avez identifiée et comment vous êtes venu à vous dire, tiens, finalement, cette problématique, elle pourrait être traitée par l'intelligence artificielle. Et finalement, au-delà de votre propre expérience, est-ce que tu penses que cette question naturelle de on a un problème et l'intelligence artificielle peut être une solution, est-ce qu'elle peut être une solution un peu partout dans les autres établissements de France et de Navarre? Et quelles sont les organisations à mettre en œuvre pour porter ce type de projet? Alors, au niveau de notre expérience, on a une approche assez pragmatique et puis assez opportuniste. Au 1er janvier 2018, 4 des 5 établissements de notre GHT ont fusionné pour former une seule entité juridique. Donc, c'est posé deux grosses questions. La première, c'est on se retrouve avec des données qui étaient éparpillées, avec un parcours d'un patient qui était morcelé sur un territoire, avec un seul corpus documentaire. Donc, on a eu un effet de masse qui est arrivé tout de suite, avec des rapprochements de dossiers. Donc, on avait la donnée, pas forcément bien structurée, pas forcément de qualité, forcément propre, des doublons, enfin, toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Et de l'autre côté, une interrogation sur les organisations et les parcours des patients sur notre territoire. Et en parallèle de ça, on a été approché par énormément d'entreprises, de la petite start-up avec 3 personnes dedans, à des multinationales, pour exploiter nos données. Donc là, on s'est dit, il y a quand même quelque chose à faire. Et on est parti, toujours très pragmatique, les hospitaliers, sur la valorisation de nos données, avec un travail avec des sociétés pour valoriser nos documents et puis améliorer notre codage. Et de là est né des partenariats avec un certain nombre de partenaires externes pour déployer, s'approprier les technos et les outils pour éviter l'effet boîte noire
C'est-à-dire on prend nos données, on les exploite et puis on nous vend des solutions pour qu'on s'approprie cette partie-là et qu'on soit acteur de ce changement technologique. Essentiellement avec un partenariat avec l'École des Mines sur ce volet-là. Et on a lancé donc une thèse en partenariat avec... Pardon. On a lancé donc une thèse en partenariat avec l'École des Mines et industriels pour travailler sur de la prédiction de parcours à l'entrée des urgences. Nos problématiques, comme dans beaucoup d'établissements, c'est l'engorgement des urgences et puis la problématique de lit d'aval. Et c'était de pouvoir voir comment, à partir de nos données, pouvoir prédire du parcours intra-hospitalier, et puis dans un second temps, pourquoi pas sur un territoire. Donc voilà un peu la genèse de tout ça. L'idée étant, c'est nos données, c'est notre production intellectuelle. L'hôpital est prestataire intellectuel pour que le médecin prenne une décision sur un patient, il a besoin de l'imagerie, de la biologie, des antécédents. Et c'est vraiment, vous parliez tout à l'heure de trésor, c'est vraiment notre mine. Et c'est à nous de l'exploiter, en partenariat avec d'autres, mais c'est à nous de l'exploiter. La question sur les risques, ils sont liés, enfin ils sont de nature diverse. Il y a des risques sur la donnée. Si la donnée elle sort de chez nous, on ne sait pas où elle va, comment l'exploiter, comment elle peut être utilisée à d'autres fins. Il y a des risques de fuite de données. Il y a des risques aussi sur ce que j'ai appelé l'effet un peu boîte noire. Vous parliez tout à l'heure de prédiction ou d'aide au diagnostic. Mais comment elle fait la machine? Comment on arrive après à la réversibilité, de dire on a pris telle décision dans tel contexte? Donc il y a tout un tas d'enjeux et de risques qu'il faut. Ça ouvre tout un tas de questions éthiques également qui sont passionnantes, donc qu'on va découvrir au fur et à mesure des mois. La question de l'organisation, donc c'est une question. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse uniforme. C'est à nous de la trouver de manière collégiale. Mais il faut vraiment que le public soit acteur du changement et ne le subisse pas. Encore une fois, c'est nous qui avons les données. Certes, elles sont ce qu'elles sont, elles sont dispersées, morcelées, elles sont dans X hôpitaux, mais c'est nos données. Et il faut qu'on en ait vraiment la maîtrise pour pas les donner à l'extérieur sans les valoriser. Et puis après, qu'on nous revende derrière des solutions technologiques. Ça serait quand même le comble. Voilà. Et donc là, vous êtes parti aujourd'hui ? Là, on est parti, on est en recherche de candidats pour effectuer cette thèse. La problématique qu'on a, évidemment, c'est toujours devoir s'adosser à des industriels pour pouvoir financer, puisque lorsqu'on finance un thésard, faut le payer. Et donc, on n'a pas forcément les bons dispositifs pour pouvoir aller vers ces domaines-là. Donc, on s'associe à des industriels, mais aussi, surtout, des académiques, parce qu'on a une belle... de beaux laboratoires de recherche en France avec une grande culture de l'IA, puisque ces dernières années, ça émerge et c'est un peu à la mode, mais ça fait depuis des années qu'on travaille dessus quand même. Là, il y a la puissance de calcul et puis il y a surtout la masse de données qui fait qu'on peut faire joujou avec ces nouvelles technologies. Mais on a de belles équipes de recherche et je pense qu'on a le terrain de jeu idéal dans les hôpitaux pour pouvoir exploiter ces données. Une dernière question. Juste en écho aux deux précédentes interventions, sur les métiers, selon toi, juste un nouveau métier qui pourrait apparaître ? Je pense un nouveau métier, on ne sait pas trop ce qu'on peut mettre derrière, mais c'est plus de data scientist, donc analyse de données, des gens qui vont être formés sur le terrain. Je ne pense pas qu'il y ait de formation de master ou de doctorat sur ce sujet-là. C'est des choses qui vont émerger du terrain, peut-être dans quelques années. Mais c'est des métiers qui vont apparaître, des métiers qui sont déjà très valorisés. Et le principal challenge, ça va être de les former en interne dans nos hôpitaux et puis de les garder après. Oui, on connaît. Merci beaucoup, Saber. Dernière question à maître Benoît Louvet, du cabinet Oudard et Associés. Maître, vous nous accompagnez vous accompagnez la FHF sur la mise en œuvre du comité des DPO que nous allons démarrer dans les semaines qui viennent, pour la mise en œuvre du règlement européen sur la protection des données. Justement, est-ce que finalement, il n'y a pas, je poserai les questions les unes après les autres, mais est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas un peu antinomique de parler d'intelligence artificielle et de travailler sur la donnée à l'heure même où on parle de protéger la donnée avec le RGPD ? Non, pas du tout. Je pense que
Au contraire, l'un répond à l'autre, l'un est en écho à l'autre. Si la donnée est d'autant plus protégée, notamment depuis l'avènement du RGPD, c'est bien qu'elle a de la valeur, c'est bien qu'elle représente quelque chose, qu'elle est de plus en plus sensible et qu'elle est aussi elle apporte de plus en plus de choses. Donc il faut trouver un juste équilibre entre la protection et sa valorisation. Mais l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Donc Du point de vue du droit, au moins. Du point de vue du Hein, droit. du point de vue du droit. Bien sûr, de votre point de vue. Et la logique du droit. Donc on est une bonne époque finalement, tout ça pour faire avancer tout ça en synergie. Mais quelle est donc la doctrine française en termes de protection de la donnée de santé? Existe-t-elle? Et quelle est-elle? Et si elle existe, quelle est-elle? Oui, si elle n'existe pas, est-ce qu'elle est... Non, elle existe tout à fait. Et elle va continuer d'autant plus à exister que, comme vous le savez, le RGPD place la donnée de santé relativement en dehors de son champ. C'est-à-dire qu'effectivement, les grands principes s'appliquent, mais en revanche, les États membres ont la faculté d'imposer des règles supplémentaires et de soumettre à autorisation un certain nombre de traitements de santé. Alors, c'est une logique assez classique du fait que les systèmes de santé des États membres ont leurs particularités. Donc, la France, avec la nouvelle loi informatique et liberté qui, vous le savez, vient d'être promulguée à la suite du RGPD, affine sa doctrine, mais globalement, on reste dans les principes que l'on connaissait avant. Donc en la matière, il n'y a pas de rupture, il y a juste un allègement des formalités quand même. Hein. De nouvelles méthodologies de référence ont été publiées, ce qui va quand même relativement alléger les process. En revanche, ce qui est prévu au RGPD, c'est-à-dire la mise en place de toutes les procédures de conformité, elles sont pleinement applicables et elles prennent une place extrêmement importante. Donc oui, effectivement, il faut déployer un registre. Oui, il faut travailler, piloter les contrats avec les fournisseurs. Oui, il faut mettre en place un DPO. Ça me permet de passer à la question suivante. Hein, mettre en place un DPO. Et puis, effectivement, qu'il prenne sa place et qu'il apporte, avec ses procédures, une sécurité dans, encore une fois, ces process qui vont permettre de valoriser la donnée. Il ne s'agit pas de faire de la protection pour de la protection, mais de la protection de façon à rendre possible et serein ce travail sur la donnée. Voilà, cette création des entrepôts de données, des magasins de données, de leur exploitation avec tout ce qui va avec. La BDHF a de beaux jours devant elle, donc je me souviens de ma collègue dans la salle. Merci beaucoup. Et donc, sur ce fameux comité DPO, pour faire le lien, puisque moi, on fait bien le lien entre la protection de la donnée. Ouais. Selon vous, quelles seraient les 2-3 premières actions que ce comité devrait pouvoir prendre? L'idée, c'est toujours de partager auprès des collègues, de partager les bonnes pratiques. Partager. Je pense que la première chose, c'est partager. J'entends dire que, effectivement, dans un certain nombre d'établissements, des DPO ont été désignés, c'est très bien, mais que peut-être qu'ils se sentent un peu seuls. Souvent, ce n'est pas leur compétence initiale. C'est nouveau, le RGPD est nouveau pour tout le monde. Je crois qu'ils ont besoin de partager. Donc l'idée, c'est effectivement de se retrouver, tous ceux qui le souhaitent, venir partager les expériences, demander des conseils, voir ce que font les autres de façon à débattre. Je pense à un sujet immédiatement qui me semble d'importance, c'est les GHT, notamment. Hein. Comment mettre en place une politique de protection des données au niveau des GHT. Je profite de ce micro pour vraiment plaider cette dimension-là. Je pense qu'on ne peut pas faire de la protection des données en dehors du niveau du GHT. L'établissement lui-même, c'est un niveau trop petit. On serait dans une contradiction très rapide. Donc voilà, ça c'est un exemple de sujet. Et puis, troisième sujet, je pense qu'il est très bien choisi, la création de ces entrepôts de données. Comment on les crée, comment sécuriser juridiquement leur création, leur sécurisation, leur exploitation. Rien n'est impossible, bien entendu, mais faut-il mettre en place les bonnes procédures. Donc voilà, on parlera de tout ça. Et il y aura encore d'autres sujets, j'en suis sûr. Merci beaucoup, maître, et merci à vous quatre. Donc, comme vous le voyez, on va conclure sur le programme de travail. Ce sont des travaux qui vont s'appuyer sur les usages, puisque on dispose des données, mais aussi des usages dans les établissements, qui vont permettre de nouer des partenariats solides avec la recherche, avec le monde industriel, on l'a dit. Sans le monde industriel et sans la recherche, les usages ne suffiraient pas, mais eux, sans nous, ne peuvent pas travailler non plus. Ce sont des travaux qui vont s'inscrire dans la durée, qui devront être productibles et qui devront profiter à tous.
Lancement imminent, hein. J'ai envie de dire c'est presque notre réunion de lancement, avec des communications régulières envers chacun et un point d'avancement à HIT 2019 sur où en sommes-nous et quelles sont les avancées réelles. Bien, merci. Comme ce programme, comme cette mission est conjointe entre la FHF et le fonds FHF, je vais maintenant céder la place à mon collègue Enguerrand Abran, qui va nous expliquer quelle est la position du fonds sur ce sujet. Merci beaucoup. Alors, les actions en fait, qu'on a envisagées, ça a déjà été évoqué. On va créer une chaire. L'objectif de cette chaire, en fait, ça va justement être d'être un espace de rencontre entre académiques, industriels et hospitaliers. Alors, on ne travaillera pas au sein de cette chaire qu'avec les hôpitaux publics. Hein. Les hôpitaux militaires et des CLCC se sont aussi portés volontaires pour travailler avec nous sur cette thématique de l'intelligence artificielle. Et puis l'objectif de cette chaire, donc, ça va être d'informer sur les avancées de l'intelligence artificielle, de financer et d'accompagner des projets. Et je dis bien financer et accompagner, parce qu'au sein du fonds, on a une expertise sur l'intelligence artificielle. Et par ailleurs, on la montre aussi donc, avec l'INRIA et Mintelecom, qui sont les deux centres vraiment de référence sur la recherche numérique en France et même au niveau mondial. Financer des recherches, et notamment des recherches de ces instituts-là. Et puis créer des formations ou modifier les formations pour les professionnels, comme l'a évoqué David Pinet. Et ça, on va le faire en fait grâce à une étude que je vais vous présenter maintenant, qui va nous permettre en fait de comprendre l'impact de cette technologie sur les métiers de la santé. Donc l'étude, on va la lancer incessamment sous peu. On a été sollicité en fait dans le cadre des deux rapports Villani et France Stratégie en fait sur l'intelligence artificielle et la santé, et notamment les métiers de la santé. Donc on en a profité, sorte de hobby, je sais pas pourquoi on est parti là-dessus, mais en fin de compte c'est très utile. On en a profité pour concevoir un modèle mathématique qui permet de comprendre l'impact de l'intelligence artificielle sur un métier. Donc on l'a décliné sur les métiers de la santé, et donc ce modèle nous permet en fait d'analyser l'impact de l'IA, de détecter en fait les usages les plus pertinents de cette technologie au sein des différents métiers de la santé, dans le but, comme je l'ai dit, de créer des formations ou d'identifier des nouveaux métiers. L'étude, elle va être dynamique, c'est-à-dire qu'elle va rester ouverte en fait pendant 2 ans, mais on n'aura pas les résultats au bout de 2 ans, on a les résultats au fur et à mesure. Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne le modèle mathématique, je vais vous expliquer comment fonctionne l'étude. Et bien évidemment, pour remplir ce modèle mathématique, on a humanisé en fait son système de saisie, et donc c'est simplement un questionnaire qu'on diffusera au sein des établissements. Donc, pour concevoir ce modèle mathématique, qu'est-ce qu'on a fait ? On a regardé en fait quelles étaient les forces de l'humain, quelles étaient les forces de la machine, et quelles pouvaient être en fait les zones de superposition ou de complétion qu'il pouvait y avoir en fait. Donc, la machine, elle est très forte sur des choses, elle est incapable de faire sur d'autres, et puis elle partage aussi des caractéristiques avec l'homme. Par exemple, la machine analyse pas forcément mieux, mais elle analyse plus vite. Donc quand on doit, comme le disait Frédéric Martineau, analyser des centaines et des centaines d'images, elle ne le fera pas mieux, par contre elle le fera plus vite, donc elle va pouvoir toutes les analyser, là où un humain n'en prendra pas le temps. Elle va également partager mieux de l'information, en tout cas rendre plus facilement accessible. Elle capte aussi, par exemple, mieux les couleurs que l'œil humain ou des choses comme ça. Mais en revanche, elle a aussi des faiblesses. Elle est incapable de contextualiser une donnée. Elle n'a pas de sens commun. Mais ça, c'est une problématique liée donc pas à l'intelligence artificielle, vraiment au numérique dans sa globalité. Elle n'a pas de liberté, elle fait juste ce qu'on lui demande de faire. Et les fantasmes de l'intelligence artificielle qui prendrait le contrôle de l'humanité, c'est de l'anthropomorphisme. Ça n'arrivera jamais, je vous le dis. Coder des lignes de code et vous verrez, ça n'arrivera jamais. C'est juste qu'on on aime mettre nos peurs sur d'autres choses. Et d'ailleurs, on n'a jamais réussi à théoriser des systèmes d'intelligence horizontale comme l'est l'intelligence humaine. On ne fait que de l'intelligence verticale. Et on n'a aucune avancée sur le secteur, même en neurosciences là-dessus. Donc, à partir de ces forces, petit aparté, à partir de ces forces donc, de l'humain et du numérique, on a créé un modèle mathématique, et le fonctionnement de l'étude, en fait, c'est qu'il ne va pas porter sur un métier, mais il va porter en fait sur l'ensemble des tâches qui composent un métier, parce qu'au sein d'un métier, on a plein de tâches qui sont extrêmement différentes, et c'était pas possible en fait de créer un modèle, et puis c'était pas pertinent d'un point de vue réponse qui nous dise voilà comment ça va impacter ce métier, mais comment en fait ça va impacter l'ensemble des tâches d'un métier. Et par ailleurs, les tâches d'un métier peuvent être partagées en fait par plusieurs métiers différents.
Donc le répondant va tout simplement sélectionner son métier. Au sein de ce métier, il y aura différentes tâches, et là-dessus, j'aurai besoin de vous. Et puis au sein de ces tâches, il va pouvoir les caractériser. Donc comment il va les caractériser? On pose 23 questions. Donc M. Pinet a fait le test hier, ça prend à peu près une quinzaine de minutes pour répondre. Et d'ailleurs, vous avez très très bien caractérisé, j'ai regardé vos résultats. Je connaissais votre adresse email, donc à partir de là, mais sinon on ne sait pas qui il y a derrière quand on ne connaît pas l'adresse email. Et donc on a en fait 23 questions donc, qui vont nous permettre de caractériser cette tâche, plus 9 questions détaillantes qui nous permettent d'avoir un peu plus d'informations parfois qu'un simple oui-non. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pas les questions, c'est vraiment chacune des réponses. C'est-à-dire qu'au sein d'une même question, on a des réponses qui vont pouvoir nous renseigner en fait sur des choses différentes. Mais comme je vous ai dit, on a humanisé ça pour qu'un humain s'y retrouve en fait. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir regarder. Alors, c'est en 7 dimensions, mais comme l'humain ne peut pas voir en 7 dimensions, je vous l'ai mis en 2D. Un schéma très simplifié. En fait, ce qu'on va pouvoir regarder, en fait, si vous voulez, c'est justement les superpositions de formes. Donc, vous allez en fait avoir les caractéristiques qui sont vraiment très spécifiques et uniquement spécifiques à l'humain, et les caractéristiques, en fait, qui vont être partagées ou qui vont être en fait faites par l'intelligence artificielle. Et donc, on va pouvoir avoir une superposition des formes en fait sur les différentes caractéristiques de la tâche. Et donc, on va pouvoir aller de la complétion, c'est-à-dire comment l'intelligence artificielle va pouvoir travailler en bonne intelligence avec l'humain ou l'inverse. Et comment en fait jusqu'à comment l'intelligence artificielle va pouvoir remplacer en fait l'humain sur cette tâche. Il y avait aussi une autre difficulté qui était de regarder l'interdépendance des tâches. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je prends une tâche et que je la remplace en fait par une intelligence artificielle et que cette tâche est interdépendante d'une autre, et de l'autre côté c'est toujours un humain qui l'a fait, je crée en fait une interface homme-machine. Et cette interface homme-machine, il y a 2 cas possibles. Soit elle est neutre ou bénéfique, et donc l'être humain arrive mieux à communiquer avec une machine qu'avec un autre être humain, ça arrive parfois. Et donc là, il n'y a aucun souci, c'est intéressant de remplacer la tâche comme on l'avait prévu, ou l'interface homme-machine, elle est délétère. Et donc là, ce qu'il faut regarder, c'est en remplaçant en fait cette tâche par une intelligence artificielle dans le cadre de ce métier, comme ça crée une interface homme-machine qui est délétère, au niveau du système dans sa globalité, j'apporte une défaillance. Et est-ce que cette défaillance, elle est supérieure ou inférieure au gain apporté par le remplacement au niveau d'un métier seulement? Donc, pourquoi cette étude elle est extrêmement importante? Cyril l'a beaucoup évoqué le terme, c'est l'usage. L'innovation, c'est la rencontre des technologies et des usages. Et aujourd'hui, avec la mondialisation, l'open source, l'open innovation, tout ça, les inventions se libèrent, elles sont gratuites, voire elles coûtent pratiquement plus rien, elles sont accessibles au plus grand nombre. Donc en fait, c'est celui qui a l'usage qui est capable d'innover. Si vous prenez l'iPhone ou Uber, par exemple, l'iPhone, quand il est sorti, il n'y avait pas une seule technologie qui avait moins de 5 ans. C'est-à-dire que n'importe qui aurait pu créer l'iPhone à la place d'Apple. Ils n'avaient pas une technologie à eux qui venait de sortir, qui leur permettait de créer l'iPhone. Quand vous regardez Uber, Uber n'a pas inventé la géolocalisation, n'a pas inventé le concept de taxi, n'a pas inventé le paiement en ligne, n'a pas inventé la notation des gens sur Internet. Ils n'ont rien inventé, ils ont pris toutes ces inventions, ils les ont mis sur un usage, ils ont innové. Et donc, le gros intérêt de cette étude, c'est qu'elle va nous définir l'intégralité des usages sur tous les métiers de la santé. Oui, je n'oublie pas de remercier Marie, qui nous a permis d'identifier justement tous les métiers de la santé qui existaient et de nous aider aussi à caractériser énormément de tâches en amont. Mais je vais avoir encore besoin justement de vous, des conférences, des différentes commissions, notamment parce que on va avoir besoin en fait de prédéfinir et de prioriser des tâches au sein des métiers. Sur l'étude, on peut rajouter une nouvelle tâche. Si on ne trouve pas dans son métier une tâche qu'on avait envie de caractériser, on peut la rajouter. Mais bien évidemment, c'est intéressant d'identifier des tâches sur lesquelles on veut assez rapidement, parce que comme je l'ai dit, l'étude elle est dynamique. À partir d'une 50aine de caractérisations, on est capable vraiment de définir l'impact de l'intelligence artificielle sur ce métier. Et plus il y en a, plus c'est précis. Mais déjà, à partir de 50, on a des résultats extrêmement intéressants. Et donc, si on prédéfinit les tâches très intéressantes tout de suite, on pourra avoir des résultats vraiment sur ces tâches très intéressantes. Et donc, on va avoir besoin des conférences et de la commission pour nous aider à prédéfinir et à prioriser les tâches. Et puis, bien évidemment, à l'ensemble des établissements, que ce soit les PCME comme les directions hospitalières, pour communiquer sur l'étude. Parce que plus des personnes en fait, vont répondre, plus on va répondre à la caractérisation d'énormément de tâches, et plus on va avoir aussi ces tâches qui seront caractérisées de manière précise.
Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Et c'est une première mondiale. Donc Vincent Delivet, délégué régional de la FHF Nouvelle-Aquitaine. Frédéric Martineau avait raison de parler des États-Unis. On pourrait parler aussi de la Chine. Je trouve que c'est très intéressant là, ce qui a été présenté et qu'il faut le faire. J'ai juste une question, c'est comment on fait le lien entre cette réflexion sur l'intelligence artificielle et la réflexion que portait le professeur Aubry tout à l'heure en matière d'éthique, de savoir quelle est la pertinence d'utilisation de ces outils, jusqu'où on va, toutes les questions que ça pose en termes de prise en charge. Voilà. UCSF, aux États-Unis, ils ont plusieurs modules de recherche, et dont des recherches sur l'intelligence artificielle et sur l'évaluation de l'apport pour la prise en charge des patients de l'intelligence artificielle, pour tester tout ce qui existe, parce qu'il existe beaucoup de choses. Il va falloir faire un tri et voir ce qui est nécessaire pour la prise en charge des patients. Et ensuite, qu'est-ce qui est utile pour la société ? Et ça, c'est une autre question. Voilà, donc comment on va faire évoluer notre réflexion là-dessus ? Et je pense également, on a évoqué les CHU tout à l'heure sur leur évolution, etc. Il est évident que dans le décloisonnement de la recherche, aujourd'hui on a une recherche très médicale, il faut qu'on ait une recherche qui intègre ces éléments-là, mais pas qu'au service médical, mais aussi sur les impacts organisationnels, fonctionnement, enfin voilà, tous ces aspects sociétaux. Voilà, donc c'était le lien surtout éthique, intelligence artificielle. Alors, sur votre dernier point, on ne fait pas que les métiers médicaux, on fait tous les métiers. Le moindre assistant, la moindre secrétaire, la moindre personne au service technique, blanchisserie, tout ça, on a pris l'intégralité des métiers. Alors, peut-être qu'après, ils seront moins intéressés pour connaître l'impact de l'intelligence artificielle sur leur métier, mais on peut remplir pour n'importe quel métier. On a à peu près 250 métiers dans la base qui peuvent être remplis et caractérisés au niveau des différentes tâches de ce métier. Après, l'intérêt aussi de cette étude, il y a plein de gens qui se lancent sur l'éthique en santé. Déjà, on ne sait même pas ce qu'on peut faire. Alors avant de réfléchir à l'éthique, déjà, savoir ce qu'on peut faire, ça va être intéressant. Non, parce qu'il y a énormément de choses. Il ne faut pas oublier que c'est avant tout... Enfin, quand on a compris que l'innovation, c'était les inventions et les usages, on sait très bien que le marketing va jouer un enjeu extrêmement fort. Et il y a IBM, par exemple, Watson, qui a été évoqué. IBM Watson, je ne sais pas si vous avez lu l'enquête de StatNews. On a révélé que c'était une énorme supercherie marketing, que c'était en fait un bisbille qui s'était passé entre les ingénieurs de chez IBM et les équipes marketing qu'on avait raconté essentiellement n'importe quoi. Ça fait un très mauvais buzz aux États-Unis, c'est pour ça qu'ils attaquent le marché européen. Mais l'Allemagne a révélé les mêmes problèmes, donc ils vont aussi avoir du mal sur le marché européen. Donc il faut déjà vraiment comprendre l'intérêt de ces technologies et sur quoi on peut en fait travailler. Et après, du coup, on pourra y poser les bonnes questions. Dans l'étude, on travaille aussi sur l'acceptabilité en fait, de faire remplacer cette tâche par une intelligence artificielle ou de vous faire aider. C'est-à-dire qu'on a aussi posé ces questions-là. Est-ce que vous êtes prêt en fait, à vous faire aider ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi en fait ? Et est-ce que vous êtes prêt à vous faire remplacer ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Mais bien évidemment, et c'est pour ça qu'on la monte dans le cadre de la mission de la FHF sur l'intelligence artificielle, parce que dans le cadre de cette mission, l'une des priorités, c'est de respecter les valeurs de l'hôpital public. Mais peut-être que Frédéric veut compléter ma réponse. Non, juste rajouter un élément. En fait, l'enjeu, moi ce que j'en ai compris, c'est que l'enjeu pour nous, professionnels de santé, c'est d'essayer de comprendre et de trouver des solutions qui permettent en fait de nous reconcentrer, nous, professionnels de santé, sur la prise en charge du patient. Mais il ne faut pas que l'intelligence artificielle se substitue à notre travail. Ça doit être probablement appréhendé comme un outil qui nous permet d'être encore plus performants. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la reconnaissance vocale et de secrétaire. Nous, on vient d'installer tout récemment, et enfin, parce qu'on a 10 ans de retard, la reconnaissance vocale dans notre service. L'impact a été immédiat. C'est-à-dire qu'on est passé de 230 à 270 comptes rendus en fichier son du week-end à même pas 30. Et donc, le travail tout de suite de la secrétaire n'est plus le même. Donc, est-ce qu'on fait des glissements de tâches ou est-ce qu'on supprime des postes de secrétaire ? Un radiologue ou un autre médecin ou un autre soignant, ça sera pareil. Moi, ce dont je rêve, c'est qu'il y ait une intelligence artificielle
qui me permettent de faire à ma place, qui permettent de faire à ma place ce que je trouve fastidieux et franchement pas super intéressant, et de me concentrer sur une activité qui est plus proche de l'humain et de la prise en charge de quelqu'un. C'est toute la problématique. Et puis après, on en a déjà parlé, il y a un autre élément qui, moi, me tient à cœur dans l'éthique et tout ce qui est développement de l'intelligence artificielle. Il faudra être extrêmement vigilant à ce qu'il y ait une diffusion homogène et que tout le monde puisse éventuellement en bénéficier, parce qu'il peut y avoir aussi là des inégalités, hein, non plus d'accès aux soins, mais d'accès à des nouvelles technologies qui donnent plus de chances, entre guillemets, lorsqu'on a une maladie. Donc il y a des enjeux très profonds, hein, quand même. Et c'est peut-être ça qui nous fait peur, d'ailleurs, hein, c'est qu'on maîtrise pas tout, mais on se rend compte que ça va avoir un impact très fort. Oui, moi je voudrais juste intervenir à ce niveau, dire d'abord que je soutiens tout à fait cette initiative et me poser la question des tâches qui ont déjà été identifiées. En rentrant en Guérande, tu m'as dit que pour les métiers non médicaux, il y avait déjà, tu l'as répété d'ailleurs, ce nombre d'acquis. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples? Pour être un peu provocateur avec Frédéric, la reconnaissance vocale, pour moi, c'est un outil technologique. Je sais pas vraiment de l'intelligence artificielle, quoi. Enfin, je veux dire, oui, je suis d'accord, mais enfin bon, je fais une petite, voilà, on est une station de travail. Avant, on avait image par image. Maintenant, on se promène comme on veut. Enfin, je veux dire, peut-être faire la différence. Donc, quelles sont les tâches déjà reconnues dans des métiers non médicaux bien identifiés? Et est-ce que tu as déjà 2-3 pistes pour la médecine? Et dans un deuxième temps, tu as fait un peu un appel aux conférences médicales. Je pense qu'on peut tout à fait écouter ce que vous proposez. Moi, je me pose la question s'il faut rentrer un peu quand même dans certaines particularités d'exercice. Est-ce qu'aller vers les conseils professionnels aussi à un moment ne serait pas aussi une piste riche? Parce qu'on fédérerait un peu tout le monde aussi. Oui, nous, on est absolument... Le modèle, vous savez, on peut même l'appliquer à d'autres métiers qui ne sont pas de la santé, hein. Il est très vaste. Il y a une paramétrisation à faire à la base, et après, on peut l'appliquer à plein de choses. Donc, on peut le faire avec les conférences, on peut le faire avec les gens dont vous avez proposé. On peut faire pas mal de choses. Alors sur des métiers non médicaux, je t'avoue qu'on y a travaillé au début du mois. C'était une liste de 800 tâches réparties sur les différents métiers. Donc là, de tête, je ne m'en souviens pas. Mais par exemple, le docteur Pinet pourrait nous expliquer la tâche qu'il a caractérisée hier, c'est le terme. Non, pour faire un retour d'expérience donc de l'utilisation hier, et je rejoins le professeur Clodon, je crois qu'à partir du moment où on va toucher aux métiers médicaux, pharmaceutiques, il va falloir descendre de façon assez fine sur les activités ou les tâches médicales. Et si je prends l'exemple du pharmacien hospitalier, j'ai testé l'analyse pharmaceutique des prescriptions, puisque c'était un domaine qui me semblait être potentiellement... dématérialisable ou potentiellement ou sur lequel l'intelligence artificielle pouvait apporter une plus-value. Et là, très finement, c'est vrai que l'expertise du métier est importante, et je crois qu'il faut que les spécialités elles-mêmes s'approprient ces tâches pour qu'il n'y ait pas de divergence dans la définition que nous donnerons à la tâche qui sera proposée au questionnaire. Parce que derrière une tâche, l'analyse pharmaceutique, si je prends 50 pharmaciens, chacun n'aura pas forcément la même définition dans le périmètre que cette tâche peut avoir. Donc je pense que c'est une bonne idée de relayer, et c'est un petit peu la plus-value que notre commission voulait aussi apporter sur ces métiers, c'est-à-dire d'essayer peut-être de standardiser, entre guillemets, des tâches professionnelles. Alors sur le volet non médical, il y a des fiches métiers qui existent déjà et qui ont été diffusées par le ministère de la Santé. Je crois que c'est celle que Marie Houssel avait transmise en Guérande. Mais sur le volet médical, il faut qu'on puisse apporter cette expertise et peut-être avancer de manière progressive au regard des potentialités de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. J'ai Michel Thirier, délégué régional de la FHF Occitanie. Bon, ça s'adresse un peu à tout le monde. Je n'ai pas spécialement ciblé un interlocuteur particulier, peut-être qu'en Guérande, quoique. Concernant la transformation, l'impact des mutations technologiques. Au fond, je fais un peu le lien avec le débat de ce matin
qui annonçait effectivement qu'on avait à partager des valeurs managériales et en particulier celle d'accompagner donc les équipes à des transformations en métiers qui sont profondes. Il est vrai que les transformations qui vont être portées par l'IA, par la domotique, par la médecine personnalisée, par les transformations qui s'annoncent, vont être percutantes sur l'ensemble des champs des métiers. Et je salue effectivement le regard de la Commission qui est d'aborder le sujet sous l'angle effectivement d'une monographie des métiers qui sont impactés demain par ces transformations et mutations technologiques. Par contre, est-ce que au fond, vous avez abordé le sujet avec les professionnels eux-mêmes? C'est quand même important parce que il me semblerait qu'eux-mêmes sont porteurs de ces observations de transformation de métier. Et la vraie question aujourd'hui, c'est pas tellement ce qu'on a parlé de ce matin, de la qualité de vie au travail, c'est la qualité du travail au travail. C'est-à-dire comment on examine et on fait ce travail d'anticipation de la transformation du travail en santé. Et donc, je voudrais savoir si vous avez des grands témoins des métiers dont on parle, qui sont pluriels à l'hôpital. Il y en a, on en citait à un moment donné 150, je pense qu'il y en a quand même beaucoup maintenant, et qui vont être, je dirais, l'objet des observations et des transformations à venir. Alors, la caractérisation nécessaire pour définir l'impact de l'intelligence artificielle n'avait pas besoin en fait d'avoir une expertise métier en fait sur cette analyse. Et par ailleurs, on a fait un schéma général, c'est-à-dire que peu importe le métier et la tâche que vous allez renseigner le même questionnaire. Donc parfois, il y aura des choses qui ne seront pas forcément totalement adaptées parce qu'au sein de votre question, il n'y aura pas besoin. C'est pour ça qu'on a des questions détaillantes, en fait. On a 9 questions détaillantes, justement, qui sur certains métiers permettent vraiment d'aller plus loin, et sur d'autres, il n'y a pas besoin. Mais on avait un modèle général où on n'avait pas besoin de l'expertise métier, mais de toute manière... ce modèle va nous définir, enfin va nous donner énormément de réponses sur plein de choses. Et après, ces réponses, on va les confronter avec une expertise humaine, ce qui donnera d'autant plus de valeur aux résultats en fait, qu'on va produire, bien évidemment. Juste pour ajouter, vous avez pu noter que l'idée c'est de susciter les projets du terrain, de les accompagner, et c'est aussi de se confronter à la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va aussi apprendre en marchant sur ces questions-là. Juste une petite réponse sur la question d'éthique. Aujourd'hui, souvent on s'interroge très en amont, et c'est bien, mais en fait, il faut aussi s'interroger par rapport à une réalité qui existe. C'est-à-dire que moi, je suis très intéressé par les projets qui vont réellement voir le jour, confronter ça à la réalité, confronter ça à des collègues qui vont être face à une intelligence artificielle et nous dire attends, ça va pas du tout, ou ça c'est vachement bien et ça moins bien, ou ça m'interroge sur ma pratique quand même, etc. Il faudra aussi s'interroger avant, c'est bien, mais confronter à la réalité, c'est aussi intéressant, c'est aussi l'objet de la mission. Merci beaucoup à tout le monde.